Elle a une voix qui a traversé les frontières, les décennies, les continents. Une voix que des millions de personnes ont entendu résonner dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur voiture un soir d'été. Mireille Mathieu. Ce nom évoque immédiatement quelque chose. Une image. Une frange noire et droite, taillée au millimètre. Un sourire presque figé, presque trop sage. Et une façon de se tenir sur scène qui ressemble à une déclaration silencieuse. Je suis là, je chante, et rien d'autre ne compte. Et pourtant, derrière cette façade impeccable, derrière cette femme qui a chanté devant des rois et des chefs d'État, il y a une histoire que très peu de gens connaissent vraiment. Une histoire de sacrifices silencieux, de renoncements acceptés sans se plaindre, de solitude choisie ou peut-être subie. À 78 ans, Mireille Mathieu continue de garder ses secrets. Mais les faits, eux, parlent. Et ce qu'ils révèlent sur cette femme hors du commun va bien au-delà de la légende dorée qu'on lui a construite. Tout commence à Avignon, en juillet 1946. Mireille Mathieu naît dans une famille modeste du Vaucluse, aînée d'une fratrie qui va en compter 14. 14 enfants. Un père maçon et tailleur de pierre, Roger Mathieu, qui chante l'opéra en amateur le dimanche, comme pour s'évader quelques heures d'une vie de labeur et de contrainte. Une mère, Marcel, qui gère ce foyer immense avec une rigueur et une tendresse que Mireille évoquera toujours avec une émotion visible. La petite fille grandit dans la promiscuité, le bruit permanent, les rires et les privations quotidiennes. Il n'y a pas de place pour les rêves individuels dans une maison où l'on compte les centimes pour nourrir tout le monde. On partage tout. On ne se plaint pas. On fait avec ce qu'on a. Et pourtant, au milieu de tout ça, Mireille rêve. Elle rêve d'une seule chose. Chanter. Dès l'enfance, elle imite Édith Piaf avec une précision qui étonne les adultes. Elle n'a pas encore 10 ans qu'elle connaît déjà ses chansons par cœur, qu'elle reproduit cette façon particulière de tenir la note dans les aigus, de placer l'émotion exactement là où elle fait le plus mal, juste avant que la voix ne redescende. Les voisins l'entendent par les fenêtres ouvertes l'été. La famille l'encourage comme on encourage un enfant qui fait quelque chose de joli, sans vraiment croire que ça pourrait mener quelque part. Mais encourager ne suffit pas à payer le loyer d'une famille de 16 personnes. À 14 ans, Mireille entre dans une usine d'enveloppes pour aider financièrement ses parents. Elle colle des enveloppes à la chaîne, des heures durant, dans le bruit des machines, avec en tête cette certitude absolue que sa vie n'est pas là, que quelque chose d'autre l'attend dehors. Cette capacité à endurer sans se plaindre, à avancer sans jamais se retourner pour pleurer sur ce qu'on laisse derrière, elle ne la perdra jamais. Elle en fera même sa marque de fabrique. Une force tranquille qui impressionne autant qu'elle intrigue. En 1965, elle a 19 ans. Elle participe à une émission de télévision qui s'appelle Le Jeu de la chance, diffusée sur la première chaîne. Sa prestation est simple, brute, sans artifice d'aucune sorte. Pas de mise en scène, pas de chorégraphie, pas de costume spectaculaire. Juste elle, debout, et cette voix qui sort de nulle part et remplit le studio entier. Une voix qui semble sortir d'une autre époque, qui n'a peur de rien, qui prend l'espace avec une facilité déconcertante. Dans le public ce soir-là, un homme observe avec une attention particulière. Il s'appelle Johnny Stark. Il a 42 ans, une cigarette au coin des lèvres, et une réputation solide dans le milieu du spectacle parisien. Il n'est pas le genre d'homme à s'emballer facilement. Il en a vu, des talents. Mais là, il comprend immédiatement ce qu'il a devant lui. Pas seulement du talent brut. Une matière rare. Quelque chose qu'on ne fabrique pas dans une école de chant. Il va tout faire pour l'approcher, pour la convaincre, pour la façonner. La rencontre entre Mireille Mathieu et Johnny Stark est l'une des plus déterminantes de toute l'histoire de la chanson française. Stark devient son impresario, son manager, son mentor au sens le plus complet du terme. Il lui apprend à se tenir sur scène, à travailler sa respiration dans les longueurs, à contrôler l'émotion pour mieux la transmettre au public sans jamais la laisser déborder de façon incontrôlée. Il choisit ses chansons, ses tenues, ses coiffures. Cette frange qui deviendra sa signature, c'est lui. Cette façon de se tenir immobile face au micro, sans geste parasite, c'est lui aussi. Et il prend une décision qui va s'avérer déterminante pour la suite. Il interdit à Mireille d'écouter les enregistrements d'Édith Piaf. Il ne veut pas qu'elle devienne une imitation, même parfaite, d'une légende déjà morte. Il veut qu'elle soit unique. Il veut qu'elle soit Mireille Mathieu et personne d'autre. Elle l'appelle Pépé Gillot.
Il l'appelle la demoiselle d'Avignon. Leur relation dépasse très vite le cadre strictement professionnel, sans jamais être clairement définie pour le reste du monde. Est-ce une amitié de type père-fille? Est-ce quelque chose d'autre, de plus ambigu, de plus difficile à nommer? Personne ne le saura jamais avec certitude. Mireille elle-même ne le dira pas. Elle protégera ce mystère jusqu'au bout. Ce qui est certain et indiscutable, c'est que sous la direction de Stark, la carrière de Mireille Mathieu explose avec une rapidité qui stupéfie le milieu. En 1966, elle fait ses débuts à l'Olympia. Le public la découvre et ne l'oublie plus. Les disques s'enchaînent à un rythme soutenu. Les succès aussi. Mon credo, La Paloma à Dieu, Une femme amoureuse, Acropolis à Dieu, La dernière valse. Des titres qui entrent dans la mémoire collective avec cette facilité propre aux chansons qui touchent quelque chose d'universel dans la nature humaine. Quelque chose qui dépasse les générations et les frontières géographiques. En quelques années seulement, Mireille Mathieu devient une star non seulement en France mais également en Allemagne, où elle connaît un succès phénoménal, en Union soviétique, au Japon, aux États-Unis, en Amérique latine. Sa voix ne connaît pas de frontières linguistiques. Elle enregistre dans une dizaine de langues différentes. Elle remplit des salles de concert partout dans le monde avec une régularité qui laisse les professionnels du secteur sans voix. En 1967, elle se produit au London Palladium devant la reine Elisabeth II dans le cadre du Royal Variety Performance, l'un des spectacles de charité les plus prestigieux de Grande-Bretagne. Elle a 21 ans. La petite fille d'Avignon qui collait des enveloppes dans une usine il y a à peine 7 ans chante maintenant devant la couronne britannique dans une des plus grandes salles de Londres. La trajectoire est vertigineuse, presque irréelle. Mais Mireille garde les pieds sur terre avec une constance remarquable. Elle rentre toujours à Avignon dès qu'elle le peut. Elle ne se coupe jamais de sa famille. Elle envoie de l'argent à ses parents régulièrement, aide ses frères et sœurs à s'installer dans la vie. Le succès ne l'éloigne pas de ses racines. Il les renforce au contraire, comme si chaque sommet atteint lui rappelait d'où elle vient et pourquoi elle ne doit pas l'oublier. Sa mère reste son ancre principale. Son père reste son modèle de dignité silencieuse et de travail accompli sans se vanter. Tout au long des années 1970, Mireille Mathieu est au sommet absolu de sa popularité. Elle enchaîne les concerts, les disques, les apparitions télévisées en France et à l'étranger. Elle est l'une des très rares artistes françaises à avoir une carrière véritablement internationale à cette époque, dans un monde sans Internet, sans réseaux sociaux, où la réputation se construisait tournée après tournée, album après album, dans chaque pays séparément. En Union soviétique, elle est accueillie comme une reine à chaque visite. À Moscou et à Leningrad, les salles affichent complet des semaines à l'avance. Les soviétiques adorent sa voix, sa sobriété, cette façon qu'elle a de chanter sans fioritures inutiles, avec juste la vérité nue de la mélodie et du texte. Elle apprend des chansons en russe pour leur faire plaisir, ce qui lui vaut une admiration qui dépasse largement la simple appréciation artistique. En Allemagne, elle est une star absolue pendant plusieurs décennies. Ses disques se vendent par millions. Elle y est peut-être encore plus populaire qu'en France à certaines périodes. Mais pendant que la carrière flamboie sur tous les continents, la vie personnelle reste obstinément dans l'ombre. Mireille Mathieu ne parle pas de ses amours. Elle ne se montre pas en couple dans les médias. Elle ne donne pas d'interviews dans lesquelles elle évoque ses sentiments intimes, ses désirs, ses manques. Elle a construit autour d'elle un mur de discrétion absolue, soigneusement entretenu, que personne n'a jamais vraiment réussi à franchir malgré des décennies d'efforts journalistiques. Les rumeurs circulent inévitablement. On lui prête des relations avec Johnny Stark bien sûr, la plus évidente, la plus commentée, la plus mystérieuse aussi. Mais on parle aussi de liens supposés avec le journaliste et présentateur Yves Mourouzi, avec Jean-Pierre Foucault. Aucune de ces rumeurs n'est jamais confirmée de façon sérieuse. Aucune n'est vraiment démentie non plus avec véhémence. Mireille sourit et répond que sa vie privée est son jardin secret. Une expression qu'elle utilisera des dizaines de fois au fil des années, avec la même sérénité, comme si la question elle-même ne l'atteignait pas vraiment. Il y a pourtant un épisode précis que très peu de gens connaissent et qui éclaire tout le reste d'une lumière différente. Un homme. Des fiançailles. Une demande qui a tout changé d'un coup. Mireille Mathieu a été fiancée. Brièvement. À un homme dont le nom n'a jamais filtré dans la presse malgré toutes les investigations. La rupture est intervenue non pas parce que l'amour n'était pas là, mais parce que cet homme lui a posé un ultimatum qui ne souffrait aucune ambiguïté. Soit lui, soit la scène. Choisir.
Mireille a choisi la scène, sans hésitation apparente de l'extérieur. Mais cette décision, qui ressemble à une évidence quand on connaît qui elle est, a peut-être coûté beaucoup plus que ce qu'elle a voulu montrer au monde. Elle ne parle jamais de cet épisode en détail dans ses interviews. Elle ne dit pas si elle regrette. Elle dit juste, quand on insiste, qu'elle a fait le choix qui était le sien. Pas plus. En août 1985, son père Roger décède après une longue vie de travail discret et de musique aimée en amateur. C'est un déchirement profond, peut-être le premier vraiment personnel qu'elle traverse publiquement. Mireille était attachée à cet homme sobre et digne qui lui avait transmis sans le savoir l'amour de la musique, simplement en chantant l'opéra dans la cour le dimanche, sans jamais lui promettre que ça marcherait professionnellement. Quelques mois après ce deuil, elle remonte sur la scène de l'Olympia pour la première fois depuis 1973. Toute la famille est présente dans la salle. Elle chante avec cette intensité particulière des artistes qui portent leur deuil dans leur voix sans jamais le laisser voir vraiment au public. Ce soir-là, quelque chose de différent passe dans sa façon de chanter. Le public le sent sans forcément pouvoir le nommer. Mireille Mathieu n'a jamais autant chanté la vraie vie que ce soir-là à l'Olympia. En 1988, Mireille Mathieu est invitée à chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Séoul, en Corée du Sud. Une reconnaissance internationale supplémentaire, et pas des moindres, pour une artiste qui semblait avoir déjà tout accompli ou presque. Elle représente la France sur la scène la plus regardée du monde à ce moment précis. Elle chante. Le monde entier la voit. Et c'est presque normal, à ce stade, parce que Mireille Mathieu a passé 20 ans à se hisser à ce niveau sans jamais vraiment faire de bruit autour d'elle. Mais l'année suivante va tout bousculer d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Le 24 avril 1989, Johnny Stark s'effondre dans son bureau parisien, terrassé par une crise cardiaque foudroyante. Il avait 66 ans. Pour Mireille, c'est un séisme. Pas une perte professionnelle. Une perte existentielle. L'homme qu'il a découverte dans une émission de télévision à 19 ans, qu'il a formé, guidé, protégé, porté pendant 24 ans vient de disparaître en quelques secondes sans prévenir. L'homme qu'elle appelait Pépé Gillot, qu'elle décrivait dans ses interviews les plus intimes comme son second père, n'est plus là. Il sera enterré dans le caveau familial des Mathieu à Avignon, sur décision de la famille et de Mireille elle-même. Comme s'il avait toujours fait partie de la tribu. Parce que dans les faits, c'est exactement ce qu'il était depuis 24 ans. La disparition de Johnny Stark laisse Mireille Mathieu dans un vide intérieur qu'elle ne comblera jamais vraiment, et qu'elle n'essaiera d'ailleurs jamais vraiment de combler. Elle le dira elle-même, à demi-mot, dans plusieurs interviews espacées au fil des années qui suivent. Personne ne remplacera cet homme. Pas un autre manager, aussi compétent soit-il. Pas un ami proche. Pas un compagnon. Johnny Stark était une présence absolument singulière dans sa vie, à la fois professionnelle et profondément personnelle. Et sa mort crée un silence intérieur que même la scène, même la musique, même les applaudissements d'une salle comble ne peuvent pas vraiment remplir. Elle continue pourtant. Elle chante. Elle enregistre. Elle fait des tournées en Europe. Parce que c'est ce qu'elle sait faire mieux que tout. Parce que la musique a toujours été sa façon de tenir debout quand tout le reste vacille. Dans les années 1990, Mireille Mathieu traverse une période plus difficile sur le plan médiatique en France, même si sa carrière internationale reste solide. Le monde de la chanson française change rapidement. Les nouvelles générations écoutent d'autres musiques, d'autres voix, d'autres styles. La variété française classique, celle des grandes mélodies et des textes soignés, est progressivement reléguée dans une catégorie que les médias commencent à appeler nostalgie, comme si ce mot était une façon polie de dire dépassé ou ringard. Mireille ne se bat pas contre cette étiquette. Elle ne fait pas de déclarations indignées dans la presse. Elle ne change pas son style pour coller à une époque qui n'est plus la sienne. Elle continue d'être ce qu'elle a toujours été, avec la même discipline et la même constance. Elle sort des albums, elle tourne en Europe, surtout en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Europe de l'Est où sa popularité reste entière et profonde. Mais en France, la présence médiatique se réduit progressivement. Les plateaux de télévision l'invitent moins souvent. Les interviews deviennent plus rares. Ce n'est pas qu'elle disparaît au sens propre du terme. C'est plutôt qu'elle devient progressivement invisible pour une partie du public qui ne cherche plus à la voir. Elle continue d'exister pleinement, de travailler, de chanter, de remplir des salles à l'étranger. Mais une portion du grand public français perd sa trace dans le flux des années qui passent, sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment le décider.
Et c'est peut-être là le paradoxe le plus fascinant de Mireille Mathieu. Elle est trop connue, trop ancrée dans la mémoire collective, pour être vraiment oubliée. Mais elle est suffisamment discrète, suffisamment loin des polémiques et des scandales, pour que beaucoup de gens se demandent sincèrement, un jour, ce qu'elle est devenue. La réponse est à la fois simple dans sa forme et surprenante dans ce qu'elle révèle. Mireille Mathieu n'a pas disparu. Elle n'est pas en maison de retraite. Elle ne coule pas des jours mélancoliques dans l'oubli. Elle a simplement choisi de vivre loin du bruit médiatique, fidèle à une philosophie qu'elle a toujours eue, même à l'époque où elle était au sommet absolu de sa popularité. Elle réside à Avignon, sa ville natale, dans une maison qui lui ressemble, avec sa sœur Monique à ses côtés. Monique, qui est sa compagne de vie depuis près de 40 ans maintenant. Pas de compagnon officiel annoncé. Pas d'enfant. Une vie construite autour de la famille au sens large, autour des frères et sœurs, des neveux et nièces nombreux, et autour de la musique qui ne la quitte jamais vraiment, même dans les moments les plus ordinaires. Elle possède et dirige sa propre société de production musicale, Abilene Disc, qui lui permet depuis des décennies de contrôler son œuvre avec une indépendance totale vis-à-vis des grandes maisons de disques. Cette indépendance n'est pas seulement financière. Elle est artistique et identitaire. Mireille Mathieu n'a jamais eu à se plier aux exigences d'un label qui voudrait la transformer pour la rendre plus bancable dans un marché changeant. Elle a gardé le contrôle. C'est une décision qu'elle a prise tôt et qu'elle n'a jamais regrettée. Sa fortune globale est estimée à environ 100 millions de dollars, une évaluation qui circule dans les médias spécialisés et qui reflète la réalité d'une carrière internationale de 60 ans sans interruption majeure. 100 millions de dollars pour une femme qui a grandi à 14 dans un appartement trop petit d'Avignon. Le chiffre est vertigineux. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est la façon dont elle gère et considère cet argent. Elle n'en fait pas étalage. Elle n'en parle jamais spontanément. Elle a investi dans l'immobilier avec la prudence d'une personne qui n'a jamais oublié ce que ça fait de manquer. Elle a mis en place des dispositions pour que son héritage bénéficie directement à ses frères, sœurs, neveux et nièces. L'argent pour elle a toujours été une sécurité, pas une fin en soi. La sécurité que sa famille ne connaîtra jamais les privations qu'elle a connues enfant dans cette maison d'Avignon, où on comptait chaque centime. En 2024, dans un entretien accordé au Figaro, elle prononce une phrase qui condense en quelques mots tout ce qu'elle est. « Je suis une fille du peuple qui a chanté pour les rois ». C'est une formule qu'elle a répétée dans différentes variantes au fil des années, et qui est pourtant chaque fois aussi juste que la première fois qu'on l'entend. Parce que c'est exactement ça. Elle a chanté devant la reine d'Angleterre à 21 ans. Elle a chanté devant des dirigeants soviétiques dans les années 1970. Elle a chanté devant des présidents de républiques de toutes les nationalités. Et elle est retournée à Avignon. Avec Monique. Avec ses souvenirs. Avec sa voix qui n'a pas cédé. La question de la solitude affective revient régulièrement dans les conversations autour de Mireille Mathieu, souvent portée par une curiosité sincère mêlée d'une légère incompréhension. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'une femme de ce calibre, de cette trajectoire, qui a tout réussi professionnellement, peut vraiment s'estimer complète sans avoir fondé une famille au sens classique du terme? Est-ce qu'au fond il y a une blessure cachée derrière ce sourire permanent et cette sérénité affichée? Elle ne répond jamais directement. Mais dans ses formulations, il y a parfois des nuances qui méritent d'être écoutées attentivement. Elle a dit un jour, dans une interview télévisée, « Je n'ai pas créé de famille, mais je la crée par mes fans qui m'entourent. Ce n'est pas incompatible, ce n'est pas non plus un choix. Je voyage beaucoup. J'ai eu des neveux et nièces. » Cette phrase est étrange si on la regarde de près. Elle dit à la fois que ce n'est pas un choix et que ça n'a pas l'air de lui manquer. Mais les deux choses ne peuvent logiquement pas être vraies simultanément. À moins que la réalité soit plus complexe, plus nuancée que ce qu'elle accepte de montrer. Ce qui est certain, c'est que les fiançailles avortées de sa jeunesse ont laissé une trace dont on ne mesure pas vraiment la profondeur de l'extérieur. Un homme lui a demandé de choisir entre lui et la scène. Elle a choisi la scène. Et depuis, personne d'autre n'a semblé avoir suffisamment d'importance pour qu'elle envisage de refaire ce choix dans l'autre sens. Johnny Stark a peut-être occupé un espace affectif si central, si particulier, qu'après lui tout ce qui venait manquer de quelque chose d'indéfinissable. Elle n'a jamais cherché à le remplacer. Ni professionnellement, en confiant sa carrière à un nouveau manager de la même envergure. Ni affectivement, en construisant une nouvelle relation durable. Comme si cette place-là était fermée une fois pour toutes, et que le reste de la vie devait se construire autour de ce vide accepté.
À 78 ans, Mireille Mathieu continue de chanter. Ce n'est pas une formule creuse. C'est un fait concret, vérifiable, qui étonne encore ceux qui la croisent sur scène ou en interview. Elle prépare des dates, elle enregistre, elle reste active dans un monde musical qui a changé 10 fois autour d'elle sans qu'elle ait ressenti le besoin de se transformer pour survivre. Sa longévité n'est pas un mystère si on accepte de la regarder en face. Elle repose sur 3 choses fondamentales. Une discipline de vie que peu d'artistes accepteraient d'imposer à eux-mêmes sur une aussi longue durée. Une hygiène physique et vocale rigoureuse, entretenue depuis ses débuts, sans relâche, sans vacances accordées à la voix. Et surtout cette conviction absolue, jamais démentie par les années, que la musique n'est pas un métier qu'on exerce. C'est une vocation qu'on reçoit une fois et qui ne vous quitte plus jamais vraiment, même quand on voudrait souffler. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 lui ont fourni un moment inattendu de retour sous les projecteurs médiatiques français. Elle a déclaré publiquement avoir été dérangée, voire choquée, par certaines images de la cérémonie d'ouverture. Elle a dit tout haut, avec les mots directs qui la caractérisent quand elle décide de parler, ce que beaucoup de personnes de sa génération pensaient tout bas sans oser le formuler. Cette sortie, qui aurait pu passer inaperçue dans le flux continu des opinions exprimées sur les réseaux sociaux, a au contraire créé un débat et remis son nom dans l'actualité pendant plusieurs jours. Parce que Mireille Mathieu a toujours ce quelque chose qui fait qu'on l'écoute même quand elle ne chante pas. Sa présence. Cette façon d'occuper l'espace avec une économie de moyens déconcertante. Elle est l'aînée de 14 enfants. Ce détail biographique revient souvent dans les articles qui lui sont consacrés, mentionné comme une anecdote colorée sur sa jeunesse modeste. Mais c'est en réalité bien plus que ça. Être l'aîné d'une fratrie aussi nombreuse dans un milieu ouvrier des années 1950, c'est un apprentissage permanent et exigeant de la responsabilité collective. On apprend très tôt à s'effacer pour que les autres aient leur place. On apprend à donner avant de songer à recevoir. On apprend que la vie n'est pas une question de confort personnel mais d'équilibre collectif, de solidarité familiale, de loyauté envers les siens. Ces leçons apprises dans la promiscuité et la bonne humeur de cette maison d'Avignon, Mireille les a transportées dans chaque décision de sa vie adulte. Elles expliquent sa générosité envers sa famille qui n'a jamais cessé d'être sa priorité première. Elles expliquent aussi son rapport particulier à l'argent, cette façon de ne jamais l'exhiber, de ne jamais en faire un signe de réussite sociale à montrer. Elles expliquent enfin cette façon qu'elle a de ne jamais se mettre en avant de façon indécente ou ostentatoire, même dans les moments où tout le monde regarde dans sa direction et où elle aurait tous les droits de le faire. En 60 ans de carrière active, elle a enregistré plus de 1200 titres. Elle a chanté dans plus d'une dizaine de langues différentes. Elle a vendu des dizaines de millions de disques dans le monde, un chiffre exact difficile à établir précisément mais que les professionnels du secteur estiment entre 50 et 80 millions d'unités, toutes éditions confondues. Elle a rempli l'Olympia de Paris à de nombreuses reprises sur plusieurs décennies. Elle a chanté sur les plus grandes scènes du monde, de Carnegie Hall à New York aux arènes de plein air soviétique. Elle a reçu des décorations officielles en France et à l'étranger. Et pourtant, si vous la croisiez aujourd'hui dans une rue commerçante d'Avignon un matin ordinaire, habillée simplement, sans maquillage de scène, sans entourage visible, vous auriez peut-être du mal à croire immédiatement que cette femme au regard calme et au port discret est l'une des artistes françaises les plus connues internationalement de toute la seconde moitié du XXe siècle. C'est peut-être ça, au fond, le secret de Mireille Mathieu. Pas un secret au sens d'une révélation cachée qu'on aurait enfin mise au jour, mais un secret au sens d'un principe de vie intérieure qui gouverne tout sans jamais se montrer. Elle n'a jamais joué un rôle. Elle n'a jamais construit un personnage de toute pièce pour plaire à un public ou à une époque. Elle a juste été elle-même, avec une constance et une intégrité que 60 ans de vie publique n'ont pas entamé d'un millimètre. La fronde est restée. La voix est restée. Et quelque part, profondément, la petite fille d'Avignon qui chantait dans la cour pour que les voisins l'entendent est restée elle aussi, intacte, au cœur de tout ce qu'elle fait. Ce que l'on soupçonnait depuis des années sur Mireille Mathieu, ce n'est pas un scandale tenu dans l'ombre par une équipe de communicants zélés. Ce n'est pas une trahison dissimulée derrière la façade lisse du show-business. Ce n'est pas non plus une double vie secrète que les paparazzi n'auraient jamais réussi à photographier. Ce que l'on soupçonnait, et que les faits confirment au fil du temps avec une évidence croissante, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus intime et finalement de beaucoup plus émouvant que n'importe quel scandale. Mireille Mathieu a tout sacrifié à la musique. Absolument tout.
Pas par manque de capacité à aimer autre chose. Pas parce qu'elle aurait été incapable de construire une vie privée épanouissante. Mais parce qu'elle a compris très tôt, peut-être même avant de pouvoir formuler cette compréhension avec des mots, que la musique était son seul amour véritable. Le seul qui ne lui demanderait jamais de choisir. Le seul qui serait toujours là, le matin quand elle se réveille et le soir quand elle s'endort. Il y a dans la trajectoire de Mireille Mathieu une cohérence absolue, presque effrayante dans sa pureté, qui force une admiration profonde quand on prend le temps de la regarder en entier. Elle n'a jamais été une star capricieuse qui fait des caprices en coulisses et sourit pour les caméras. Elle n'a jamais été une artiste qui alimente délibérément les rumeurs pour rester dans l'actualité quand les albums ne se vendent plus assez. Elle n'a jamais eu d'éclats publics incontrôlés, pas de scandale qui aurait nécessité une gestion de crise, pas de ruptures amoureuses dramatiques étalées dans Paris Match ou Gala, pas de prise de position politique fracassante calculée pour créer le buzz. Dans un monde du spectacle qui se nourrit littéralement de drames, de révélations et de controverses, Mireille Mathieu a maintenu pendant 60 ans une dignité tranquille qui ressemble presque à un acte de résistance politique. Être discret dans la célébrité, garder le contrôle de son image sans jamais avoir l'air d'y travailler, c'est peut-être la forme la plus rare et la plus exigeante de courage dans ce milieu. Sa relation avec Johnny Stark reste à ce jour la plus grande énigme de sa vie personnelle, celle que les biographes reviennent toujours creuser sans jamais vraiment trouver le fond. 24 ans ensemble. Une complicité que tous ceux qui les ont côtoyés de près décrivent de la même façon. Unique, indéfinissable, impossible à classer dans les catégories habituelles des relations humaines. Ni tout à fait père et fille, ni tout à fait amant. Quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait peut-être pas de nom et qui n'en cherchait pas. Il lui a donné son nom dans le monde du spectacle. Il lui a construit une carrière internationale que peu d'artistes français ont connue à cette échelle. Il lui a appris à exister sur scène d'une façon qui n'appartient qu'à elle. Et en échange, elle lui a donné une loyauté absolue, indéfectible, qui ne s'est jamais démentie, même après sa mort. Elle lui a donné une place dans le caveau familial des Mathieu à Avignon, aux côtés de ses propres parents. Ce geste dit tout ce que les mots n'ont jamais réussi à dire sur ce qu'il représentait pour elle. Après sa mort en avril 1989, Mireille n'a jamais cherché à le remplacer. Sur aucun plan. Elle n'a pas confié sa carrière à un nouveau manager de la même stature. Elle a géré elle-même, à travers Abilene Disc, avec une compétence tranquille qui a surpris beaucoup de monde dans le milieu. Et effectivement, elle n'a pas cherché à construire une nouvelle relation durable avec qui que ce soit. Comme si la place était occupée une fois pour toutes, et que tout ce qui viendrait après ne pouvait être que différent, et donc forcément insuffisant par comparaison. C'est une forme de fidélité que le monde moderne comprend mal. Parce qu'on vit dans une époque où l'on est censé passer à autre chose, se reconstruire, refaire sa vie après chaque deuil. Mireille a choisi une autre voie, celle de la fidélité silencieuse à quelque chose d'irremplaçable. La question du célibat prolongé de Mireille Mathieu est revenue régulièrement dans les médias au fil des décennies, souvent portée par une curiosité qui oscillait entre la compassion sincère et la condescendance à peine voilée. Comme si une femme sans mari et sans enfant était forcément une femme incomplète, une femme qui a raté quelque chose d'essentiel dans sa vie, une femme dont on devrait plaindre la solitude. Mireille ne tombe jamais dans ce piège-là. Elle ne revendique rien avec agressivité. Elle n'explique pas en détail ce que personne n'a à savoir. Elle dit juste que sa famille, c'est ses frères et sœurs, ses 13 frères et sœurs devenus adultes avec leurs propres enfants et petits-enfants, ses neveux et nièces nombreux, et ses fans qui constituent depuis 60 ans une communauté d'affection réelle et durable. Et quand elle dit ça, avec cette tranquillité particulière dans la voix, on sent que ce n'est pas une formule de façade destinée à clore poliment la conversation. C'est une réalité qu'elle a construite délibérément, consciemment, brique après brique, au fil d'une vie entière consacrée aux autres d'une façon ou d'une autre. Il y a une dimension de la personnalité de Mireille Mathieu que les médias n'ont jamais vraiment su raconter correctement, probablement parce qu'elle ne se laisse pas résumer en une formule choc ou en un titre accrocheur. C'est sa foi catholique, profonde et sincère, qui structure sa vie intérieure depuis l'enfance. Une foi héritée de ses parents, pratiquée discrètement, sans prosélytisme ni ostentation, mais qui est présente dans chacune de ses décisions importantes. Quand elle parle de sa carrière, elle dit souvent que tout ce qui lui est arrivé relève de la grâce, pas seulement du mérite ou du travail. Quand elle parle de sa vie personnelle, cette foi lui offre un cadre de sens qui rend supportable les renoncements et les deuils.
Elle n'a pas vu la vie que certains auraient choisie pour elle. Elle a eu la vie que quelque chose de plus grand que ses propres désirs semblait lui avoir destinée. Et elle l'a acceptée avec une sérénité qui n'est pas de la résignation. C'est une forme d'adhésion active à ce qu'elle est profondément. Sa fortune de 100 millions de dollars est un chiffre qui surprend toujours, qui détonne avec l'image qu'elle projette d'elle-même. Mireille Mathieu ne ressemble pas à une femme fortunée. Elle n'en a jamais eu le comportement. Pas de villa sur la Côte d'Azur affichée dans les magazines. Pas de voiture de luxe photographiée à la sortie de restaurants étoilés. Pas de garde-robe de créateurs exposés sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu vivre comme vivent les stars de son niveau de réussite financière. Elle a choisi de vivre à Avignon, modestement en apparence, entourée de sa sœur et de sa famille proche. L'argent a été mis au service de ce qui comptait pour elle, la sécurité de ses proches, l'indépendance artistique et la possibilité de continuer à chanter sans avoir à se soumettre aux caprices d'une industrie qui aurait voulu la transformer. Ce qu'il faut retenir de Mireille Mathieu, au bout de 60 ans de carrière et de vie publique, ce n'est pas le nombre de disques vendus ni le nombre de langues dans lesquelles elle a enregistré. Ce n'est pas non plus le mystère de sa vie sentimentale, même si ce mystère continuera d'alimenter les spéculations longtemps encore. Ce qu'il faut retenir, c'est cette image d'une petite fille d'Avignon qui a décidé très jeune, dans une maison trop petite pour 14 enfants, qu'elle allait chanter, et qui a tenu cette décision pendant 60 ans, sans jamais dévier, sans jamais céder, sans jamais se laisser détourner par les offres, les pressions ou les tentations. C'est une forme de pureté que le monde moderne ne sait plus vraiment produire. Ce que la France n'a peut-être jamais vraiment dit à Mireille Mathieu avec suffisamment de force et de clarté, c'est merci. Pas seulement pour les chansons, même si les chansons suffiraient amplement à justifier cette gratitude, mais pour ce qu'elles représentent dans un paysage culturel qui manque souvent de repères stables. Cette façon d'être au monde sans faire de bruit inutile. Cette façon de traverser les décennies sans se perdre ni se trahir. Cette façon d'aimer son public avec une constance absolue sans jamais en avoir besoin pour savoir qui elle est. Dans un monde où la célébrité consume ceux qui la cherchent trop ardemment, Mireille Mathieu est la preuve vivante qu'on peut chanter pour des millions de personnes pendant 60 ans et rester exactement la même personne du début à la fin. Elle a offert sa voix au monde entier. Et en échange, elle n'a jamais demandé qu'on lui donne accès à ce qu'elle gardait pour elle. Son jardin secret est resté secret. Intact. Jusqu'au bout. Alors toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, après avoir traversé avec nous toute cette vie extraordinaire et silencieuse, est-ce que tu penses que Mireille Mathieu a fait les bons choix? Ou est-ce qu'au fond, derrière cette sérénité si bien construite, il reste quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment pu dire à personne? Titre. À 78 ans, Mireille Mathieu admet enfin ce que nous soupçonnions depuis des années. Description. Elle a chanté devant des rois, vendu des dizaines de millions de disques, traversé 60 ans de carrière sans jamais se trahir. Et pourtant, Mireille Mathieu n'a jamais vraiment parlé de ce qu'elle a sacrifié pour tout ça. Aujourd'hui, les faits parlent à sa place. Plongée dans la vie secrète d'une légende française. Tag, Mireille Mathieu, biographie Mireille Mathieu, vie privée Mireille Mathieu, Johnny Stark, chanteuse française, star française, nostalgie, secret célébrité, vie et carrière, Avignon, chanson française, documentaire célébrité, stars oubliées, célébrité française. Thumbnail. Elle n'a jamais dit. Il y a une dernière chose à dire sur Mireille Mathieu, une chose que les chiffres et les dates ne peuvent pas vraiment capturer. C'est la façon dont elle chante. Pas techniquement, émotionnellement. Il y a dans sa voix, depuis les premières années jusqu'aux enregistrements les plus récents, quelque chose d'inchangé qui défie le temps et l'explication rationnelle. Une densité, une présence dans le son lui-même. Comme si chaque note portait non seulement la mélodie écrite par le compositeur, mais aussi quelque chose de plus personnel, de plus profond, quelque chose qui vient d'un endroit intérieur auquel elle n'a jamais eu besoin de donner un nom pour y puiser chaque soir. Les grands interprètes ont tous cette caractéristique en commun. On reconnaît leur voix en 3 secondes. On sait immédiatement à qui on a affaire avant même d'avoir entendu les mots. Mireille Mathieu fait partie de ces rares artistes dont la voix est une empreinte digitale sonore. Personne d'autre ne chante comme elle. Personne d'autre ne pourrait. Cette singularité, qu'elle doit en partie à ses cordes vocales particulières et en grande partie à la façon dont Johnny Stark l'a aidé à la développer et à la préserver, est son bien le plus précieux. Plus que les 100 millions de dollars. Plus que les 1200 titres enregistrés. Plus que les décorations officielles et les salles combles dans le monde entier.
Sa voix est ce qu'elle a de plus irremplaçable et de plus intime. C'est elle, distillée en son pur. Quand on regarde les images d'archives de ses premières années de carrière et qu'on les compare à ses apparitions les plus récentes, on est frappé par une continuité qui n'est pas seulement physique, même si la frange est effectivement restée. C'est une continuité intérieure. La même façon de se tenir. La même façon d'aborder le micro avec ce mélange particulier d'humilité et de certitude absolue. L'humilité de quelqu'un qui sait que la chanson est plus grande que lui. La certitude de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a à donner et comment le donner. Cette combinaison-là, on ne l'acquiert pas en quelques années. Elle se construit sur toute une vie. Et Mireille Mathieu l'a construite sur 60 ans de scène, de studio et de discipline silencieuse. Elle est, à sa façon, un monument. Pas au sens figé et froid du terme. Un monument vivant, encore debout, encore en activité, encore capable de surprendre ceux qui pensaient l'avoir entièrement comprise. Une artiste qui prouve que la longévité n'est pas une question de compromis ou d'adaptation à tous les vents. C'est une question de racines. Et les siennes plongent si profondément dans la terre d'Avignon et dans la musique qu'elle chante depuis l'enfance qu'aucune tempête médiatique, aucun changement d'époque, aucun deuil aussi lourd soit-il n'a jamais réussi à la déstabiliser durablement. Voilà ce que nous soupçonnions depuis des années. Voilà ce que les faits, pris ensemble et regardés honnêtement, confirment sans ambiguïté. Mireille Mathieu n'est pas une star qui a eu de la chance. C'est une femme qui a fait des choix difficiles, des choix coûteux, des choix que beaucoup n'auraient pas pu ou voulu faire, et qui les a assumés jusqu'au bout, sans se plaindre, sans demander la permission, sans attendre que quelqu'un lui dise que c'était bien ou que c'était juste. Parce qu'elle savait. Elle l'a toujours su.